Ok, je lance Azerty. Internet? Ah bah je sais pas ce que ça veut dire. C'est comme un énorme Minitel. Internet, c'est le nettoyage. Notre Zoom est consacré ce soir à un voyage orbital qui porte le nom d'Internet. Ça vous parle, DIY? C'est l'acronyme de Do It Yourself, pour Fais-le toi-même. Et aujourd'hui, avec Guglielmo, on a décidé de vous parler du temple du DIY, j'ai nommé le Fab Lab. Cet espace communautaire dans lequel chacun partage ses savoirs en électronique, en programmation ou encore en bricolage, on en parle avec Tony Van Poek, Fab Manager à l'EduLab de Rennes 2. Alors, comment fonctionnent ces labos à tout faire? Quels projets sortent des Fab Labs et qui sont ces personnes qui se regroupent pour créer, pour faire, autour de découpeuses laser et d'imprimantes 3D? Ces questions, on y répond tout de suite dans ce nouvel épisode d'Azerty. Plus de 20 ans se sont écoulés depuis que Neil Gershenfeld et ses collaborateurs à l'MIT, Massachusetts Institute of Technology, aux États-Unis, ont imaginé les premiers Fab Labs. L'idée initiale était aussi simple qu'intelligente. Créer des espaces physiques où les partages libres de machines, des compétences et des savoirs permettraient d'accroître la créativité des gens. Mais ce n'est pas tout. Gershenfeld a commencé par vouloir étudier les liens entre l'information, qui est généralement considérée comme une chose non matérielle, un peu abstraite, et son aspect physique, c'est-à-dire la technologie. D'une certaine manière, il y avait une promesse sous-jacente de pouvoir construire sur mesure les objets dont nous avons vraiment besoin n'importe où. Une expérience de démocratisation de la technologie. Or, l'idée a eu énormément de succès. Aujourd'hui, les Fab Labs sont partout et la France, je ne le savais pas, est l'un des pays qui en compte les plus. Mais regardant les Fab Labs d'aujourd'hui, il me semble que cette idée a beaucoup évolué. Est-ce qu'ils ont resté toujours sur cette idée de l'exploration de la matérialité de l'information ou il y a d'autres dimensions qui se sont insérées? Effectivement, les Fab Labs, en tout cas l'idée de mettre un atelier partagé à la base pour les étudiants de MIT, ça a 20 ans. Mais le Fab Lab en tant que tel, en tout cas l'idée qu'on sous-tend, le nom Fab Lab, c'est apparu, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, en 2007 avec la charte des Fab Labs. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Fab Lab, ça vient d'un cours, qui était un cours donné par Neil Gershenfeld au MIT, Massachusetts Institute of Technology, en 98. Un cours dans lequel on essayait surtout de donner des machines et un espace pour des étudiants pour mixer les compétences. Voilà, il y avait quand même plusieurs objectifs, mais assez peu de règles en fait, finalement, dans ce cours-là. Il y avait un peu le mot d'ordre de utiliser les machines, soyez surprenants, faites des choses créatives. Et c'était surtout ça le plus important. En fait, ce cours-là, du coup, a eu un énorme succès. En 2007, donc, il y a eu un appel à projet de l'État du Massachusetts, mais dans lequel on a demandé au MIT de trouver une solution technique pour avoir une sorte d'outil qui permette d'aider les pays en voie de développement. Donc c'était un peu ça l'idée originale. Et Neil Gershenfeld en fait s'est saisi de cette opportunité-là pour proposer en fait non pas un outil mais un texte fondateur. Du coup c'était le texte et la charte des Fab Labs. Finalement il a sorti un A4. Et dans ce A4 et du coup c'est la reprise techniquement en fait de ce qu'on connaît aujourd'hui dans les Fab Labs, c'est-à-dire il faut avoir un lieu avec des machines, ça doit être un lieu ouvert à tous pour que les gens puissent en prendre connaissance et prendre connaissance de la philosophie de ce lieu-là, et surtout rester transdisciplinaire, c'est hyper important. Aujourd'hui en tout cas les Fab Labs continuent à suivre cette charte plus ou moins de manière scrupuleuse, effectivement je pense qu'il y a eu pas mal de changements aussi en une dizaine d'années, mais globalement on peut dire à Rennes, c'est quelque chose qui est assez, qui est assez suivi. Et notamment, il y a un garant, c'est l'association LabFab, qui est une association qui date de 2009, donc 2 ans après cette petite aventure américaine. Et 2009, ça correspond à une date bien précise. C'est l'année du premier Fab Lab en France. Ok, dès son origine, le Fab Lab intègre la notion de transmission. Logique, le concept vient d'une école. Pour autant, est-ce que ce genre de lieu ne s'adresse qu'aux étudiants ? Un Fab Lab doit être ouvert à tous, ce qui le lie énormément du coup au concept de tiers-lieu. C'est-à-dire que tout le monde peut venir, c'est libre. L'objectif, c'est pas forcément de faire un lieu de production massif, c'est surtout en fait de faire un lieu culturel qui en fait transmet cette culture de la technique à des gens qui ne l'ont pas forcément. Donc pas forcément à des ingénieurs, mais à des gens du coup qui peuvent être artistes, peuvent être du coup un retraité qui a envie de se faire plaisir, quelqu'un qui est au chômage qui veut découvrir du coup des choses nouvelles. En tout cas vraiment
c'est quelque chose aussi qu'on défend particulièrement à Rennes 2, c'est l'aspect créatif en fait de ces outils-là. Et donc qu'est-ce qu'on y produit? Eh ben un peu tout et rien, surtout des choses surprenantes, comme du coup concept original, le cours original. Bon, très bien, mais EduLab, les Fab Labs où travaille Tony, est situé à l'université de Rennes 2, qui est très axée sur l'art, la littérature et les sciences humaines. Il doit y avoir des spécificités d'EduLab par rapport aux autres homologues. Déjà, il y a quelque chose, alors nous on s'est rendu compte assez vite, c'est que souvent sur des publics qui vont avoir des présupposés sur la technologie, ils vont se dire c'est pas fait pour moi parce que je fais du théâtre, c'est pas fait pour moi parce que je fais du cinéma. Faut amener aussi des activités qui viennent avec ça. Donc ça va être passé pas mal par des formations. Je sais que nous on a beaucoup d'étudiants qui sont très gourmands de nos formations parce que pour eux c'est une porte d'entrée aussi. C'est ce qu'ils ont un intérêt mais ils se sentent extérieurs du coup à ça. Donc ça va être beaucoup des formations, découpe laser, impression 3D, le plus classique. Ça ramène énormément d'étudiants chaque année et ça permet vraiment en fait de découvrir ces pratiques-là de manière assez simple pour après aussi pouvoir se projeter et se dire là je vais pouvoir l'utiliser du coup autrement parce que maintenant que j'ai le bagage technique, je vais pouvoir le faire. Après il y a aussi tout le volet cours, c'est-à-dire que souvent en début d'année, on va aussi se concerter avec les enseignants pour pouvoir créer des workshops, des hackathons. Donc les hackathons, c'est des formats marathon créatifs dans lesquels on va se retrouver dans le Fab Lab pendant 1, 2, 3 jours et on va devoir fabriquer quelque chose à la fin. Donc vraiment, on va essayer aussi de faire en sorte de créer des événements plus spécifiques pour les formations, qui sont aussi des événements obligatoires, qui permettent aussi de donner un prétexte pour les étudiants à venir et à découvrir. Et ce qu'on se rend compte en fait, c'est que vraiment ce phénomène d'appréhension, il est vraiment énorme parce que la plupart du temps, après ces temps-là, les étudiants reviennent spontanément en fait faire des choses en autonomie. Donc ces missions-là, ces activités qui sont plutôt des activités de cours et non ouvertes au public, elles sont aussi très nécessaires. Donc nous, la stratégie qu'on a déployée pour amener les étudiants vers ce terrain-là, c'est surtout ça. Après, ça se complète pas mal avec toutes les activités qu'on a un peu tout au long de l'année, parce que là, souvent, il y a des étudiants qui entendent parler de bouche à oreille et qui viennent un peu spontanément et qui se rendent compte que finalement, ils peuvent aussi faire des choses intéressantes avec ça. Bon, si je comprends bien, le Fab Lab est un endroit qui s'adresse à tous. Pour autant, j'ai quand même l'impression que le lieu où il est implanté, en l'occurrence ici, une fac, a quand même une influence sur le public. Alors, on a demandé à Tony comment les Fab Labs font-ils pour diversifier leur public. Alors moi je fais partie des personnes qui pensent qu'un Fab Lab se définit, en tout cas en termes de coloration. Alors quand je parle de coloration, c'est un terme que j'aime bien employer pour dire ce qu'on y fait, parce que c'est un couteau suisse, du coup le Fab Lab, finalement c'est le public et le Fab Manager qui vont y donner en fait quelque chose qui va être identifié par des personnes. Et ça en fait, on a un contrôle très relatif là-dessus. Comme je disais, le Fab Manager, ça va être déjà une première pierre. Par exemple, moi j'ai plutôt un cursus en art, donc je vais en fait beaucoup apporter de ça, mais par contre j'étais aussi beaucoup en art numérique, donc la technique aussi ça me parle beaucoup, et ça c'est vrai que le Fab Lab est identifié par son Fab Manager, mais c'est très très relatif par rapport au public qu'il fréquente et aussi aux présupposés d'un lieu. Je prends un exemple, à Rennes 2, évidemment, les personnes qu'on va voir qui viennent de l'extérieur par exemple, sont imprégnées aussi de l'esprit de l'université elle-même, et donc ils viennent en fait pour aussi retrouver de ça. Et ça, je pense que tous les lieux en fait l'expriment d'une manière ou d'une autre. Je pense qu'on peut poser la question à tous les fan managers. Finalement, c'est un peu le public qui sélectionne aussi du coup ce qui se fait dans un Fab Lab. Notre rôle aussi, c'est pas forcément en fait d'emprisonner un Fab Lab dans un usage précis en disant vous voulez faire tel atelier, non c'est pas possible parce que oui, notre coloration elle est différente. Moi mon rôle en tant que professionnel, c'est surtout d'écouter en fait ce qu'ont les publics à dire, étudiants ou pas étudiants, et en fait d'essayer de faciliter le fait de faire des activités dans le Fab Lab. Est-ce que ce que le Fab Lab propose, c'est aussi une stratégie pour toi et de ramener du public et de le diversifier? Ouais, bien sûr. Oui, de toute façon, toutes les activités qui sont montrées publiquement, c'est à la fois opérationnel, c'est quelque chose qui va toucher les publics, mais c'est à la fois aussi une communication. C'est pour ça que je pense que c'est hyper important de conserver en tête en fait, qu'il y ait une sorte de variété qui représente bien en fait toutes les disciplines qu'on peut retrouver en Fab Lab, et surtout pas du coup s'interdire des choses ou pas surreprésenter aussi autre chose. Après ça peut aussi passer par des choses plus subtiles, par exemple des ateliers couture. Du coup on peut dire on l'avait fait il y a quelques années, on avait un groupe très mixte, c'était autour du textile connecté. Alors c'est un groupe qui continue notamment à Rennes. On avait fait un atelier autour de comment en fait on peut créer des objets textiles, mais en incluant du coup à l'intérieur un peu d'électronique pour de l'animation. Et donc ça avait attiré du coup un public vraiment, c'était un peu des cultures assez différentes, et c'était hyper rafraîchissant en vrai, parce que ça permettait de créer cette rencontre en fait par un atelier. Et donc subtilement aussi dans un atelier on peut insérer ça.
Il est bon d'entendre Tony nous dire comment ils essaient de stimuler la diversité. Il n'en reste pas moins que dans la société, l'idée de construire quelque chose avec, par exemple, une imprimante 3D est perçue comme une idée de geek. Et en effet, la technologie reste liée, dans les stéréotypes, à quelque chose de masculin et plus ou moins de personnes cultivées. Par contre, en entendant parler de textiles connectés, je me demande comment les Fab Labs traitent les problèmes de l'exclusion sociale, qui trop souvent va de pair avec les mondes de la tech. Ouais, effectivement, hein, c'est une question qui se pose beaucoup. Nous, on se la pose moins parce que à l'Université Rennes 2, il y a on va dire une grande partie de public féminin. Donc, effectivement, c'est assez, on est plutôt mixte, mais beaucoup de Fab Labs se posent cette question-là. En vrai, je pense qu'il y a une réponse, déjà une partie des réponses dans les actions du coup qu'on peut mener aussi, mais c'est pas forcément la bonne réponse, hein, mais du coup en mixant aussi beaucoup en fait les approches des ateliers et pas seulement en n'ayant qu'un seul objectif. Par exemple, on va pas faire que du code ou que des choses, on va essayer de faire des choses très diversifiées, mais pas forcément du coup en ayant un peu le prisme du genre, mais au contraire en essayant de ramener un peu tous les makers en général. Ça va forcément favoriser du coup les discussions entre groupes. Et ça, c'est forcément bien. Et comme je disais, c'est pas forcément la bonne entrée parce que on peut prendre l'exemple. Il y a beaucoup de pratiques de couture en Fab Lab. Ça, c'est quelque chose en ce moment qui est assez pratiqué. Et à Rennes, c'est en train vraiment de grossir. Et c'est quelque chose qui est assez genré en vrai, parce que voilà, on a un présupposé du coup autour de la couture et c'est quelque chose qui se retrouve aussi sur les publics. Là, on va passer du coup pour un public. Voilà, il y a beaucoup moins de garçons qui viennent du coup à nos ateliers de couture. Et pour nous, en fait, la mixité des thématiques et les mettre au même pied d'égalité, c'est hyper important parce que en termes d'image, c'est aussi montrer en fait que entre un atelier impression 3D et un atelier du coup découverte d'assemblage de patrons par des machines à coudre, en fait c'est la même chose, c'est des techniques qu'on partage et c'est ça le plus important. Donc ça c'est déjà un côté d'image aussi qu'on essaie de montrer, dire voilà, c'est pas une question de genre, on veut dépasser ça. Et deuxièmement, je pense qu'il faut faire très attention aussi à l'image qu'on montre. Alors je pense par exemple là, ça rejoint ta question aussi sur comment dans la tech en général en fait on peut représenter ça. Je pense qu'il y a pas mal, ça passe par le côté culturel, je pense aussi, il faut un peu décloisonner aussi ce qu'on entend par numérique. On montre trop souvent le côté hyper techno en fait de la technologie, alors qu'on devrait plutôt montrer ces imaginaires. Je pense qu'il faut faire aussi un petit effort, des fois un peu de com, pour aussi amener ces sujets-là aussi vers des publics qui sont un peu éloignés de ça. Je reprends du coup un autre exemple. On parlait des tutoriels tout à l'heure de documentation. Il y a plusieurs manières de faire. Les tutos, on peut les faire de manière hyper technique avec du code et en disant ah oui, au fait, je vous dis pas du coup comment faire ça parce que vous savez très bien comment le faire, n'est-ce pas? N'est-ce pas les amis codeurs quoi. Sauf qu'en fait non, on peut montrer de manière aussi différente du coup en esthétisant du coup certaines choses, en s'attachant du coup à certains points précis. Je sais que moi je suis très attaché à la documentation et notamment aux documentations très ergonomiques et j'essaie de multiplier un peu les formats. Et en fait ce que je remarque beaucoup, c'est que les tutoriels en fait plus on fait de visuel en fait et plus on essaie d'être accessible. Si on fait cet effort là en fait, se dire je m'adresse à quelqu'un et je veux que ça soit quelqu'un qui soit le plus débutant possible ou quelqu'un qui serait hermétique, comment je pourrais l'atteindre? Et si on fait juste cet effort là, déjà rien que dans la forme des tutoriels, on commence à avoir quelque chose du coup qui est peut-être un peu plus pop et qui va du coup aussi attirer des publics qui ne viendraient absolument pas du coup là-dedans, et ça casse les clichés aussi un petit peu quoi. Tout ce que nous dit là Tony font du Fab Lab un lieu éminemment politique. On conçoit des objets en communauté, les ateliers sont divers pour accueillir tous les publics, mais dans une société capitaliste, quelle place pour un lieu qui laisse à chacun la possibilité de s'émanciper de la logique marchande? C'est vrai ça, si on peut tous créer nos propres objets par le soutien d'une communauté, pourquoi irait-on en acheter d'autres? Bon, ma question peut paraître un peu naïve, mais j'ai quand même souhaité la poser à Tony. Dans une société capitaliste, le Fab Lab est-il une anomalie? Il y a un peu les deux dans le Fab Lab, c'est-à-dire qu'il y a à la fois le côté évidemment ne consommez pas, refaites-vous vos propres objets et du coup refaites-les vous-même, mais on s'inscrit aussi en même temps du coup dans la production d'objets. Donc je pense qu'en fait il y a un peu les deux facettes. Comme souvent un peu dans ces lieux-là, et faut pas l'ignorer. Après, je pense qu'en termes opérationnels purs, oui, j'ai un peu l'impression que du coup le Fab Lab est quand même une sorte de petite poche avec à la base en tout cas une idéologie
très très marqué, hein, c'est-à-dire mettre en commun des machines pour changer le monde. Ça c'est pareil, hein, c'est quand même un projet du coup qui est pas neutre et sur lequel on pourrait discuter longtemps. Il y a des pour, il y a des contre, mais n'empêche que c'est un peu le postulat de départ hein, quand c'est parti du MIT. Mais ça s'inscrit même dans la définition du tiers-lieu que j'avais trouvé, qui était un espace dans lequel s'incarne une communauté de citoyens ayant pour volonté d'aller vers un monde meilleur. Est-ce que tu retrouves là-dedans aussi un petit peu l'idée du Fab Lab ? C'est la même base pour moi. Enfin, après, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, quand on parle de tiers-lieux, les Fab Labs sont dans les tiers-lieux. C'est-à-dire qu'il y a un basculement aujourd'hui, le tiers-lieu a aussi une grande popularité en termes de lieu type. Les mots sont presque confondus en fait. Oui, c'est ça. Maintenant, il y a vraiment les mots sont confondus. Alors attention, hein, d'ailleurs, avec les termes tiers-lieu, Fab Lab, etc., c'est des termes qui sont encore très débattus par des chercheurs. Et par exemple, je vais donner un exemple tout simple, mais il y a certains chercheurs qui ne mettent pas le Fab Lab dans le tiers-lieu, d'autres si. Donc aujourd'hui, c'est encore sujet à débat parce que toute la question est de se poser, est-ce que le Fab Lab est un lieu plutôt de travail, donc un lieu en fait dans lequel on va travailler d'une manière alternative, ou est-ce que c'est au contraire un lieu plus ouvert? Et donc là, en fait, c'est assez difficile à déterminer. Ça va dépendre beaucoup du Fab Lab. Est-ce qu'il est très militant ou pas? Même certains Fab Labs militants peuvent avoir du coup un côté un peu plus productiviste. Bon, c'est très difficile du coup à trancher, et je pense qu'on en verra la vérité que dans 20 ans en vrai. Mais cependant, quand j'entends cette définition des tiers-lieux, j'ai vraiment l'impression d'entendre du coup la définition des Fab Labs qui stipule, parce que dans la charte des Fab Labs, il y a vraiment cette idée que le Fab Lab est une ressource technique, mais qui va rayonner de manière culturelle. Il y a un peu cet aspect-là. Et là, du coup, il y a un peu cette même chose-là, c'est-à-dire, c'est un lieu, du coup, qui va faire des belles choses, du coup, dans le monde. Et c'est vraiment un lieu qui incarne ça. Et dans le Fab Lab, du coup, a aussi cette idée-là, c'est-à-dire, c'est un lieu qui est là pour essaimer quelque chose de l'ordre du commun. Et c'est très vague, mais du coup, après, c'est très vague et très précis à la fois. Mais ça donne quand même une orientation et qu'on retrouve beaucoup dans ces lieux tiers. Entre les lignes, je vois dans les propos de Tony une question fondamentale. Même dans un monde post-capitaliste, il sera toujours nécessaire de produire des biens, des objets. Oh, bien sûr, des objets durables et une production à des fins non lucratives peut-être, mais il s'agit tout de même d'un problème à résoudre. Comment produire autrement? De plus, les objets, est-ce qu'ils sont-ils vraiment politiquement neutres? Bien sûr, on pourrait dire qu'un objet, un marteau par exemple, est un outil, et que tout dépend de la façon dont on l'utilise, et que son rôle politique est sur l'homme et comment il l'utilise. Mais en y regardant de plus près, c'est pas si simple. En 1980, Langdon Winner, politologue et chercheur dans les sciences et technologies, a posé la question dans un article célèbre. Est-ce que les objets ont-ils une politique? En anglais, Do artifacts have politics? Et sa réponse est oui. Les objets sont intrinsèquement politiques parce qu'ils sont fabriqués et pensés avec des idées en tête, pour être utilisés dans une société donnée et du coup avec une vision politique. Or, sans rentrer dans ce qui pourrait faire l'objet d'un autre épisode d'Azerty, notre vie quotidienne est traversée par la politique. Il suffit de penser au changement climatique ou au féminisme. Étant des lieux de production d'objets, est-ce qu'il existe des Fab Labs strictement militants qui se concentrent précisément sur ces causes? Effectivement, les objets sont pas neutres, et ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment dire, parce que il y a encore une fois, souvent on voit la technique et on se dit c'est sympa, on va imprimer en 3D des petits objets un peu de découverte, mais on est très très loin de ça en Fab Lab. Il y a un objet par exemple qui est très connu, qui a été réalisé par Odile Philaude, c'est le clitoris en 3D, qui est un objet du coup qui a été créé par Odile Philaude, donc chercheuse indépendante, qui en fait a juste produit du coup une reproduction de cet organe à destination en fait des cours d'éducation sexuelle. Bon, technologiquement, c'est pas grand-chose, c'est juste un objet 3D qui a été modélisé et qui est disponible sur Internet. Mais derrière, il y a une volonté politique forte, c'est en fait d'en parler et d'en parler à travers un objet. Et ça, c'est assez rigolo parce qu'aujourd'hui, c'est devenu un des objets les plus célèbres de l'impression 3D qui a été maintes fois détourné parce que, ça fait parler. Et donc, les objets sont totalement politiques. Et ça se retrouve aussi des fois dans certains lieux précis. Alors, par exemple, aux États-Unis, je sais qu'il y a aussi des Fab Labs du coup plutôt bio en fait, donc où on va par exemple refaire des médicaments. Donc là, je pense que ça va parler à certains, si vous connaissez le contexte américain, en fait, c'est des Fab Labs qui vont reproduire des médicaments directement sans licence. Donc là, on est vraiment sur du militantisme du coup assez qui va vraiment
assez loin, mais même sans aller aussi loin, il y a quand même beaucoup de Fab Labs, et en Bretagne notamment, qui sont très engagés. Presque, je pense que tout le tissu des Fab Labs rennais, je pense que il faut avoir aussi un engagement particulier, c'est-à-dire en fait adhérer au partage de fichiers, ça c'est quelque chose qui est pas anodin, et certains sont rebutés, même des étudiants parfois quand on leur parle de ça, ils sont surpris, ils se demandent du coup oui, mais si je partage mes fichiers et ma création, comment je vais faire pour vivre? Est-ce qu'un Fab Lab qui partage pas ce qu'il fait peut être encore considéré comme un Fab Lab? Ah, ça se discute. Ça se discute, effectivement. Un Fab Lab totalement fermé dans lequel on ne verrait rien sortir. Après, il y a plusieurs degrés d'ouverture. Je pense par exemple à nos collègues de l'IMT Atlantique. En fait, ils n'ont pas d'ouverture publique, mais en même temps, ils donnent des cours qui sont accessibles à tous gratuitement. Donc, c'est une forme d'ouverture. Mais effectivement, un Fab Lab qui n'aurait absolument rien de tout ça, il aurait de Fab Lab que le nom. Et parfois, ça arrive un petit peu. Donc là, on préfère plutôt appeler ça Makerspace pour se détourner de la charte des Fab Labs, parce qu'un Fab Lab est sous-tendu par la charte. Mais un Fab Lab non politisé, ça me paraît plus difficile, même si le terme est à la mode aujourd'hui. Par contre, moi, à chaque fois, j'ai un problème. C'est le fait que dans les Fab Labs, on trouve de la haute technologie quelque part. Et du coup, je me demande, vis-à-vis d'un des plus grands défis d'aujourd'hui, qui est les changements climatiques, comment les Fab Labs se positionnent. Parce que c'est intéressant d'un côté de dire retourner à la production personnelle et localisée, mais avec quels moyens, avec quelles ressources? Est-ce que les Fab Labs ont une réflexion collective sur ces sujets-là? C'est un peu le point chaud en ce moment, en vrai. Alors peut-être que certains ont entendu parler des low-tech labs. Alors certains du coup l'interprètent comme des lieux isolés. Pour moi, du coup, c'est plutôt un lieu cousin, une sorte d'embranchement en fait, un peu des Fab Labs. Oui, ça c'est typiquement du coup des lieux qui viennent d'autres milieux, donc plutôt les personnes qui vont s'interroger sur des petits dispositifs pour faire en fait beaucoup avec très peu. Donc ça vient beaucoup en fait des gens qui sont dans les tiny house, dans les bateaux, qui vivent dans les bateaux, dans les camions, et qui vont apporter en fait dans les Fab Labs des solutions comme celle-ci. En tout cas, c'est beaucoup les exemples qu'on voit, et moi que j'ai pu voir en fait de ce qui se pratiquait dans les low-tech labs. Donc un côté très utilitaire et côté très bâti habitat. Et mais en même temps, du coup, dans le Fab Lab se pose beaucoup ces questions-là en ce moment. Ça va toucher quelque chose d'assez sensible. C'est-à-dire que aujourd'hui, les unités de production, elles sont souvent assez éloignées, et ça crée du coup des phénomènes de dépendance qui sont assez compliqués. Par exemple, comment assumer le fait que on puisse créer des solutions locales avec de l'électronique quand tout l'électronique est fabriqué en Asie. Ça, c'est un vrai problème, parce que en fait, on véhicule aussi l'idée que on va créer du commun du coup avec tout ça, mais en même temps du coup là le site de production, il y en a plus en Europe des sites de production, et déjà il y a beaucoup à refaire qui même je pense sort des Fab Labs en vrai en termes d'industrie, mais de l'autre côté les Fab Labs aujourd'hui en fait vont avoir tendance à aussi être dans une phase de maturité aussi. On est très loin, je pense, d'il y a 10 ans où on imprimait à tour de bras pour faire des goodies ou des choses comme ça. Je pense qu'aujourd'hui du coup moi j'ai beaucoup de collègues même qui étaient pas mal là-dedans, qui en fait maintenant aujourd'hui se disent attends, est-ce qu'il y a une utilité du coup à faire ça? Est-ce qu'on peut pas le faire autrement? Est-ce qu'on peut pas le faire de manière un peu plus intelligente? Et c'est vrai que notre métier aussi il a un peu basculé là-dessus, c'est-à-dire qu'on va plus se poser la question en fait de pourquoi on fabrique que de fabriquer directement. Et ça, je pense que ça vient aussi de cette maturité là aussi, et de ce changement de cap. Il est probable en fait que dans 10 ans les Fab Labs se transforment du coup dans quelque chose qui est soit une sorte à la frontière en fait d'un tiers-lieu, de low-tech lab, etc. On ne sait pas du coup de quoi ça fait demain, mais clairement du coup les questionnements change dans les Fab Labs aujourd'hui. Le Fab Lab est donc prisonnier dans une sorte de paradoxe. D'un côté, il se veut promoteur de la culture maker et de tout ce qui va avec. On crée, on répare et on fait ensemble. Mais de l'autre, il se retrouve dépendant d'outils et de matières premières qui ne sont pas toujours en adéquation avec ses valeurs. Cette question de la dépendance, elle m'intéresse, et j'ai demandé à Tony de nous en dire plus là-dessus. Les dépendances des composants électroniques, c'est une vraie problématique. Je vais donner un exemple que j'espère du coup qui sera assez concret. Nous on véhicule beaucoup l'idée que la documentation doit être le plus simple possible. Sauf que la documentation, notamment dans l'électronique, il faut que ça soit très clair, et en fait il faut qu'on ait des composants qui soient facilement trouvables, etc. Sauf que comme la production est vraiment quasiment uniquement faite en Asie, le problème c'est que les composants faciles à trouver, on les trouve en gros vers des fournisseurs
fournisseurs qui se fournissent en Asie. Et si on voudrait par exemple imaginer une alternative en récupérant des composants électroniques, et ben là tout de suite seuls des gens très très connaisseurs pourraient extraire les bonnes puces, etc. pour pouvoir refaire ce genre de tutoriel. Alors peut-être qu'on trouvera des solutions dans l'avenir, peut-être des filières de recyclage, je pense que c'est une des solutions en vrai, mais aujourd'hui c'est une des contradictions par exemple qu'on trouve beaucoup. Je dois être accessible, mais de l'autre côté, oui, mais c'est du coup soutenu en fait par aussi des unités de production qui sont pas forcément écologiques. Et ça, faut que ça change dans les années à venir. Ouais. Après l'étape de la démocratisation du savoir, c'est la démocratisation de la matière première. Finalement, c'est ça qui pose problème. Ça, c'est un vrai enjeu. Ouais, c'est un vrai enjeu. C'est pour ça aujourd'hui que les low-tech labs ont beaucoup de popularité. C'est parce qu'en fait, ça interroge directement cette question-là. C'est-à-dire comment se refaire sa propre matière première. Et je pense que c'est aussi ce pourquoi aujourd'hui, alors moi c'est quelque chose que je remarque, mais alors, j'ai l'impression que par exemple les étudiants sont moins dans des demandes par exemple de projets en programmation qui vont faire des objets interactifs, ça a un petit peu reculé. Voilà, donc on a des projets qui sont peut-être plus autour de la matière, il y a peut-être un réinvestissement autour de ça. Alors après c'est peut-être une spéculation, c'est peut-être un micro-phénomène lié à des groupes que j'ai actuellement. C'est une expérience individuelle en tout cas. C'est ça, en tout cas c'est une expérience individuelle et c'est vrai que je remarque aussi qu'il y a un intérêt pour la technique, mais à la technique pure, c'est-à-dire remettre les mains dans le cambouis et tester des choses, peu importe que ça soit électronique ou pas. Et du coup, pourquoi pas ne pas penser à un réseau des Fab Labs qui produisent ces composantes à partir de matières premières pour des autres Fab Labs qui après arrivent à les utilisateurs. Je veux dire, est-ce qu'on peut réfléchir à une société, un territoire, superstructure. Exactement, une superstructure de relocalisation des marchandises à travers les Fab Labs. Est-ce que ça, selon toi, c'est possible, c'est souhaitable aussi? S'il y a des freins, quels sont-ils? Je pense que oui, il y a déjà des initiatives qui existent, pas forcément dans l'électronique. Je pense que c'est un peu plus difficile dans l'électronique en vérité. Je peux prendre l'exemple du plastique par exemple. Alors le plastique, ça a été un peu quelques années le fer de lance. On disait ça pollue les Fab Labs, c'est pas bien, il y a du plastique. En fait, on a fait l'expérience en termes de pollution. Par exemple, plastique. On a une jeune entreprise d'anciens étudiants qui ont essayé de créer une entreprise de recyclage de plastique. Et en fait, ils avaient fait des paris sur les usages de plastique des entreprises et des Fab Labs. Ils ont été hyper surpris en fait de la peu de quantité que rejetaient les Fab Labs, même en université. Donc en vrai, moi je crois que je dois avoir une boîte complète tous les 2 ans, ce qui est assez peu en vrai, mais en tout cas il y a eu des réflexions là-dessus, c'est-à-dire on s'est dit il y a du plastique, il y a des filaments, il y a des déchets, comment on peut faire pour reproduire reproduire des plastiques facilement à partir en fait de biens de consommation, de recyclage un peu divers et variés. Et aujourd'hui en fait ça fait un petit bonhomme de chemin, il y a des projets comme Precious Plastic qui ont beaucoup investi ça et qui localement ont été redéployés, notamment par des collectifs comme Un Indien dans la ville et l'Atelier commun du coup qui sont présents à Rennes. Et aujourd'hui on est en capacité par exemple grâce à des déchets d'impression 3D de refaire des bobines. Donc que ce soit par une entreprise ou par un collectif, il y a des schémas qui existent comme ça. Par exemple, nous, en fait, nos bacs de déchets, on les donne, alors vous avez compris, une fois tous les 2 ans, pour le coup, on en a assez peu. On les redonne à quelqu'un qui va broyer du coup ces matériaux-là. Ils sont tous triés au préalable. Moi, je fais attention que les étudiants ne mélangent pas. Et ensuite, ça redonne des bobines qui sont redistribuées à des Fab Labs. Et ça c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui est très concret, qui marche et qui est assez sobre en vrai parce que ça demande juste une tournée, je crois que c'est à peu près une fois tous les 6 mois. Donc faire une tournée comme ça de quelques jours pour aller récupérer tous les plastiques et les broyer et repasser à la production. C'est assez faisable et on passe un peu d'un côté, ça pourrait presque paraître pour utopiste il y a 10 ans, mais en vrai c'est vraiment très peu de moyens et si on a les bonnes machines qui aujourd'hui existent et sont documentées, on peut en fait créer pas mal de communs avec ça. Ce qui est tout décrit en gros c'est l'économie circulaire. Totalement. Mais sans tous les côtés de lucratifs qui s'est développé autour récemment, quoi. C'est ça. Par exemple, à Rennes, il y avait un collectif qui était plutôt, on va dire, associatif, puis un autre qui était plutôt entreprise. L'un dans l'autre, effectivement, ils ont les mêmes objectifs. C'est qu'il y en a un qui va vendre les bobines et l'autre plutôt les redonner aux partenaires. Donc c'est 2 modèles différents. Après, je ne sais pas si le recyclage de plastique à grande échelle, du coup, rapporte énormément. Je pense qu'il y a des business beaucoup plus lucratifs. Un grand merci à Tony Van Poek, Fab Manager à l'EduLab de Rennes 2. Si cet épisode a suscité en vous un intérêt particulier pour la bidouille en communauté, vous trouverez en description de l'épisode un lien vers le site de l'EduLab de Rennes 2, qui, je le rappelle, ne s'adresse pas qu'aux étudiants. On espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser un avis sur les plateformes de podcast, et nous, on vous dit à bientôt sur Scilab. Tu veux pas nous rappeler comment ça marche, Internet ?